Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire. Nous retrouvons Catherine et Edwige, nos deux passionnés de littérature qui chaque semaine se proposent de nous offrir quelques extraits et quelques recommandations d'ouvrages qui leur ont particulièrement plu. Aujourd'hui, nous commençons avec Edwige qui nous propose un poème de Pierre Reverdy. Catherine nous parlera ensuite de l'ouvrage Corentine qu'a écrit Roselyne Bachelot. Voilà, je vous laisse en compagnie d'Edwige. Alors Pierre Reverdy, je l'aime beaucoup et il paraît que c'était un amoureux aussi, il faisait partie de la bande des surréalistes. Philippe Soupeau me parlait de lui, c'était un tendre, un doux. Il est allé habiter tout près de l'abbaye de Solesmes, il était devenu très pieux. J'ai des photos de lui dans Poète d'aujourd'hui, il était beau, enfin je l'aime beaucoup. Alors j'ai préparé une petite lecture d'un petit poème en prose qui a 15 lignes. Je vais vous le lire. Ça s'appelle La repasseuse. Autrefois, ses mains faisaient des taches roses sur le linge éclatant qu'elle repassait. Mais dans la boutique où le poil est trop rouge, son sang s'est peu à peu évaporé. Elle devient de plus en plus blanche, et dans la vapeur qui monte, on la distingue à peine au milieu des vagues luisantes des dentelles. Ses cheveux blonds flottent dans l'air en boucle de rayons, et le fer continue sa route en soulevant du linge des nuages. Et autour de la table, son âme qui résiste encore, son âme de repasseuse court et plie comme le linge, en fredonnant une chanson sans que personne y prenne garde. Pierre Reverdy. Voilà, et puis c'était un amour, Philippe Soupeau, que j'ai connu, il m'en a beaucoup parlé, il était adorable, un tendre, très émotif, il a fini près de l'abbaye de Solesmes, très pieux. Il vous a pas fait la cour par hasard? Pierre Reverdy, je l'ai jamais vu rencontrer. Non, Philippe Soupeau. Non. Philippe Soupeau, il m'a fait grand-père. Non, c'était un grand-père par rapport à moi, j'avais 20 ans. Il m'a fait grand-père, il a été adorable. Il me sortait, on était invités à des premières. Il a été adorable pour moi. Vous-même, voilà. Vous étiez dans un milieu littéraire? Non. Moi, j'ai connu au cours de danse une dame très gentille, une maman d'une petite fille qui m'a dit, vous savez, j'ai une amie peintre, vous êtes son genre. Alors je gardais des enfants, moi, et là, j'ai été posée pour cette amie peintre. Et c'est par elle que j'ai connu un jour, elle me dit, écoute, j'ai une amie qui s'appelle comme ça, elle a une revue, elle m'a demandé si je connaissais des gens qui écrivaient, et elle m'a dit, la revue, c'est une revue de bon ton, c'était Vialat, Alexandre Vialat qui avait commencé, il m'a dit même José Cortil avant, alors ce qui était une référence pour moi, avant ça s'appelait l'Ingénu, donc j'ai eu 3 pages, j'ai envoyé 3 pages, que Brigitte a choisi, cette amie peintre, Badin, elle est morte maintenant, et ces 3 pages ont paru dans la revue, l'Ingénu, et Robert Morel m'a écrit et il m'a trouvé dans l'Ingénu et c'est lui qui m'a proposé, il m'a fait 2 livres et lui il était connu. Tous les autres livres, c'est des petits éditeurs qui m'ont trouvé grâce à Robert Morel. Je lui dois beaucoup. Voilà, c'est grâce à des rencontres. Alors Pierre Reverdy, je l'aime beaucoup. Et comment vous avez connu Philippe Soupeau? Par eux, par cette dame. Et Philippe Soupeau, j'avais écrit à la radio, j'avais critiqué un truc à la radio, et je sais pas comment il a eu ma lettre. Et un jour, j'ai reçu une lettre de lui, et il me dit, téléphonez-moi, voilà mon téléphone, une lettre adorable. Et puis, j'osais pas, moi j'avais 20 ans, j'osais même pas l'appeler. Puis un jour que je savais pas quoi faire, je l'ai appelé, puis il était adorable, il m'a dit, bon je viens vous chercher, enfin il m'a donné rendez-vous, et puis je l'ai connu comme ça. Pour en revenir à Pierre Reverdy, on le trouve chez quel éditeur? Alors on le trouve chez Gallimard et aussi chez Flammarion. D'accord. Moi j'ai une dizaine de livres de lui, il y en a un qui est très bien, qui s'appelle La plupart du temps. Un recueil qui s'appelle La plupart du temps. Il est dans la collection Poète d'aujourd'hui. D'accord. Et que je collectionne d'ailleurs, mais je cherche toujours Revel. Voilà. Le poème que vous avez lu, l'extrait de quel recueil?
J'ai dans Poète, dans la collection Poète d'aujourd'hui. Mais c'est aussi dans le recueil, je crois que c'est dans le recueil Plupart du temps dont je vous ai parlé. D'accord. La repasseuse, c'est joli, hein, ça fait penser à un tableau, on voit un tableau de repasseuse. Je l'aime beaucoup ce poème-là. Je vois le lien dialectique, on va dire, avec... Lionel Rey, il est plus contemporain, Pierre Reverdy, il est... Oui, mais je veux dire qu'au niveau du ton et du choix des mots, il y a une filiation quand même, je trouve. Peut-être, oui, c'est ce que j'aime, quoi. Ouais, c'est très joli. En tout cas, merci pour le partage. C'est joli, hein. Voilà. Oui. Maintenant, j'écoute Catherine, alors c'est Catherine. Oui, alors moi, c'est moins, littéraire. Je n'ai pas de relation spéciale, mais je lis beaucoup et j'ai été donc au niveau de la lecture, enfin, j'ai toujours lu, bien sûr, et j'ai fait partie, je me suis occupée de bibliothèque à l'hôpital. Et bibliothèque aussi, une bibliothèque paroissiale où il y avait beaucoup de livres. Donc j'ai beaucoup conseillé les gens, surtout, enfin depuis, disons, une vingtaine d'années, depuis ma retraite. Et je lis un peu de tout. Enfin, j'ai lu beaucoup à cause de ces bibliothèques-là, qui se fournissaient en livres récents, etc. Enfin, donc, il y a surtout des livres plutôt récents. Le dernier, là, ma petite découverte dernière que je voudrais conseiller, c'est un livre de Roselyne Bachelot, notre ministre, qui a une carrière absolument incroyable, parce que oui, je la connais, elle était aux grosses têtes. Elle faisait l'émission Les grosses têtes avec Ruquier. Oui, mais surtout notre ministre. Bon, elle a écrit un livre sur sa grand-mère, Corentine. Alors, le livre s'appelle donc Corentine. Il est sorti en livre de poche et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de l'acheter, parce que en fait c'est l'histoire d'un véritable ascenseur social. Parce que quand on voit Roselyne Bachelot, ce qu'elle est, cette femme magnifique, très intelligente, très en vue, ministre, etc. Enfin, qui a toute une carrière, et sa grand-mère était dans un village breton à la fin du 19e siècle, était dans un misérable village de Bretagne, du centre de la Bretagne, le village de Gourin d'ailleurs, qui est connu parce qu'il a envoyé beaucoup de gens aux États-Unis, hein, même au Canada. Des gens se sont expatriés beaucoup après la guerre de 70 parce que il y avait une telle misère. Alors elle donc, ses parents étaient de misérables paysans, ils vivaient tous dans une pièce, et elle mourait, cette grand-mère, hein, Corentine donc, mourait de faim. Elle n'avait rien à manger, hein. Donc un petit bout de pain comme ça de temps en temps. Enfin, elle était d'une maigreur absolue. Elle allait genre tout juste à l'école et encore même pas parce qu'elle a même pas appris à lire. Elle vient de loin. C'était nul, misère noire. Et alors tellement de misère que ses parents l'ont vendue, hein, à un maquignon qui lui-même était un paysan. Mais l'ont vendu, mais c'est pas vendu. On a donné un peu d'argent, on a donné de l'argent aux parents et elle a été placée comme petite bonne, petite aide ou souillon, enfin, chez un maquignon. Donc déjà un homme qui vendait des bœufs, etc., et qui avait déjà un peu plus d'argent, qui a pu donc lui donner à les manger. plus riches. Donc moi, dans mon village, il était riche, il a pu donner un petit peu d'argent à ses parents, aux parents de Corentine. Donc elle était déjà là. Et elle est restée quelques années là, et elle a été remarquée parce qu'en fait c'était une petite qui faisait très bien son travail, qui était très digne. Elle raconte ça dans le livre, c'est qu'elle est restée toujours droite, digne, propre, ne se mêlant pas de elle n'était pas faite pousser par ses patrons. Non, elle n'était pas du tout repoussant
les avances ou tout, enfin restant Parce qu'elle se faisait trousser en même temps à l'époque. très digne. Hein, non, pas du tout. Ils étaient gentils. Ah ben, elle vient de loin, Roselyne Bachelot, alors. Sympa, et elle s'est rendue vraiment utile. Bon, et alors donc, ça c'était la première marche de l'ascenseur social, si on peut dire, de l'escalier social, parce que là, elle a été remarquée par une dame qui était cliente du Maquignon et qui l'a demandé comme servante, mais un petit peu plus élevée, une servante déjà qui était une bonne, elle pouvait servir à table. Gouvernante, quoi. Oui. Alors je m'as cacheté, Roselyne. Non, servant à table, voilà, déjà mieux. Et puis à 18 ans, une amie de cette dame qui était déjà une petite bourgeoise de Bretagne, là, a eu comme connaissance une aristocrate qui avait sa propriété dans la région, et cette aristocrate avait un bel hôtel particulier donc à Paris, près du parc Monceau, et elle avait besoin de personnel. Et d'ailleurs, à cette époque, au début du 19e, du 20e siècle, il y a beaucoup de Bretonnes, puisque la Bretagne était quand même très pauvre, qui sont venues à Paris autour du parc Monceau. Domestique. D'ailleurs, autour de la gare Montparnasse, si vous voulez, c'est un quartier qui accueillait beaucoup les Bretons, parce qu'il y a beaucoup de cafés bretons, etc. C'est incroyable, il y a une espèce de venue de beaucoup de Bretons qui tellement misérables, qui venaient travailler à Paris. Visiblement. Alors donc la voilà dans un hôtel particulier près du parc Monceau, chez ces gens de la haute aristocratie, et la voilà qui se retrouve domestique d'une grande maison. Et là, il y avait 20 domestiques. Et alors, elle se trouve femme de chambre. Et la voilà, femme de chambre, donc c'est la troisième marche de l'escalier, et là dans une ambiance très très hiérarchisée, et avec un tas de codes, etc. Et là, les domestiques étaient traités d'une manière, là c'est très décrit dans le livre justement, la manière dont les domestiques à cette époque, au début du XXe siècle, étaient dans une grande maison, étaient traités. Ils avaient des chambres vraiment pas confortables, même sous les toits sans doute, et tout, et ils devaient souvent subir les assauts du maître de maison. Eh ben oui, c'est ça que il y avait une sorte de droit de cuissage, et là justement Corentine a toujours refusé ce genre d'avance. Bon, elle a réussi à échapper, irréprochable. C'est par ses qualités. C'est ce qu'elle raconte, en tout cas. Oui, mais c'est ça qui lui a permis de monter dans la société. C'est-à-dire, elle a attiré l'attention, d'ailleurs, d'un des neveux de la maîtresse de maison. Alors ça, c'est quand même une histoire absolument incroyable, parce qu'en fait, c'était une très belle jeune femme. Elle a réussi à épouser le maître de la maison? Non, un neveu. Un neveu qui l'a trouvée belle, intéressante et d'un caractère agréable, et il lui a appris à lire. Alors ça, c'est incroyable parce qu'elle a eu une chance folle. Et donc, il l'a épousée? Oui, il l'a épousée contre la vie. Il ne faut pas tout raconter parce qu'on va acheter le livre, il ne faut pas tout nous lire. Oui, ben non, mais en gros, c'est pour vous dire que acheter le livre, oui, ça vaut le coup, parce que il y a. Mais là, j'en ai déjà commandé un, je commanderai la semaine prochaine. Non, mais vous verrez, parce que après, donc, ça a continué. Il y a eu la guerre de 14. Oui, ça a été affreux, la guerre. Son mari est mort. Bon, elle a été dans une usine. Elle avait des enfants? Elle avait des enfants? Elle a eu une fille. Et ben justement, qui était finalement la mère, c'était la grand-mère, la mère de Roselyne Bachelot. Donc il y a eu la guerre de 14. Cette femme a été dans une usine de fabrication d'armes. Donc elle a connu le monde ouvrier, et puis
peu à peu, bon, après la guerre, elle a si vous voulez, monté une affaire. Elle est revenue dans son pays, à Gourin, mais elle a monté une boutique de vente de vêtements, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Elle s'est, avec l'argent qu'elle a gagné, etc. Bon, elle a eu, elle a eu une fille. Cette fille qui est donc la mère de Déjà, elle avait fait un mariage qui alors, l'honorait. la fille a fait des études. Elle est devenue chirurgien dentiste à Paris, la fille, et elle a eu comme fille donc Roselyne Bachelot, elle-même. On va le commander. Voilà. Ben, on vous remercie. L'intérêt de ce livre, qui est un petit livre, vous avez un petit extrait livre de poche, hein, c'est énormément de détails sur la vie des domestiques, fin 19e, début 20e, dans les grandes maisons où il y avait 20-30 domestiques, enfin c'était incroyable. Beaucoup de détails sur la vie en Bretagne. Elle a écrit elle-même, Roselyne Bachelot? Non, Roselyne Bachelot, quand elle est montée à Paris, à partir du moment où elle était... Non, mais le livre, est-ce qu'elle l'a écrit toute seule? Ah oui, c'est elle, Roselyne Bachelot, c'est elle qui l'a écrit. Bon, au niveau du style, il n'y a rien de particulier, hein. C'est l'histoire qui est intéressante. Non, c'est bien écrit. Elle fait pas des faits littéraires, elle raconte une histoire et il y a quand même pas mal de détails sur justement la vie des domestiques, des détails sur la vie en Bretagne. Et vous nous lisez un petit extrait? Ça c'est très très intéressant. Et puis aussi des détails sur la guerre de 14-18. Alors, mon style, j'en ai pas tellement sorti. Bon, je sais pas. Soupeau, il était en Algérie. Je sais pas où trouver. Il y a de temps en temps, il y a du breton parce que elle a longtemps, la grand-mère Corentine, donc, a parlé breton pendant très longtemps. Elle parlait breton, mais elle avait appris quand même peu à peu à parler français. Et alors, ce qui est amusant, c'est de voir l'état de la Bretagne, de certains coins de Bretagne, à la fin du 19e siècle, quoi. Et alors, comment est-ce que, à partir de quel témoignage elle a écrit son ouvrage, en fait, Roselyne? C'est des témoignages issus de lettres, de journaux ou d'accord. Des témoignages de sa propre mère. D'accord. La vie de sa propre mère, et ensuite il y a toute une bibliographie à la fin du livre, parce que elle a pris alors des témoignages sur la guerre de 14, sur les domestiques. Alors bibliographie, coutumes et usages locaux à caractère agricole en vigueur dans le département du Morbihan. Oh là là, elle a dû faire un travail. Les paysans bretons, l'Holocauste breton, parce que beaucoup sont morts à la guerre, l'agriculture et les classes agricoles, alors tout ça, bon, ça c'est ses références sur la Bretagne. Alors, il y a la vie quotidienne des domestiques en France au 19e siècle, de Pierre Giral, chez Hachette. Le cheval d'orgueil, alors ça c'est sur la Bretagne, de Elias Pierre Jacquez. Vous avez aussi l'art rustique, enfin il y a plusieurs choses sur la Bretagne. Gourin au 19e siècle. Vous ne nous donnez pas un petit extrait? J'en ai pas vraiment sélectionné. Moi, tiens, je tombe sur une page 186, tout d'un coup, là, voilà. Plus tard, elle ne se rappellerait pas à quel moment elle était sortie de cette torpeur anesthésiante. Bon, c'est après la guerre, mais début septembre 1915, elle se réveilla du cauchemar. Pourtant, l'été avait été éprouvant. Son jeune frère Yves, son petit ours, celui dont elle s'était occupée comme une petite maman, était mort sur la Somme le 21 août. La femme qui l'avait accueillie sur le pont transbordeur à son premier jour avait eu la main complètement écrasée par une emboutisseuse et le hurlement qu'elle avait poussé résonnait encore dans ses oreilles. Alors voilà. Mais c'est pas trop triste quand même comme livre, c'est pas trop triste, ça va pas me démolir. C'est passionnant, c'est absolument. Alors là, ça se lit d'un trait, parce que quand on voit d'où elle est partie, c'est-à-dire cette misère noire et où elle est arrivée, finalement, c'est sa grand-mère. Enfin, puis c'est inspirant, quoi. C'est un beau récit d'évolution sociale et familiale, quoi.
Oui, ouais. Je trouve que c'est écrit d'une manière qui est facile, qui est agréable. Il n'y en a pas trop, il n'y a pas de longueur. C'est vraiment un livre sympa et encourageant parce que on se dit mais vraiment et alors elle montre quand même à travers ce livre que l'attitude de sa grand-mère elle-même, son attitude morale a été très importante dans son ascenseur social parce que elle n'a jamais eu de compromis. Enfin, elle a toujours été elle a été droite. Droite, exactement. C'est pour ça d'ailleurs elle a toujours refusé justement les fameuses avances là du patron là elle a réussi à échapper parce qu'elle était dans les chambres de bonne puis les patrons. Ouais. Non mais elle fermait sa chambre à clé. Elle a demandé la clé tout de suite. Hein, parce que les chambres étaient ouvertes. Il a fallu qu'elle se défende sans doute. Ouais. Vous voyez, c'est comme ça le patron pouvait entrer quand il voulait. D'accord, on va l'acheter. Elle a exigé, c'est en pocket. En pocket, ça a été réédité en pocket. Là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Ce que je voulais, c'est vous recommander, par rapport à ce livre-là, par rapport ces histoires de domesticité, hein, il y a quand même plusieurs livres qui sont à lire dans la littérature. C'est en particulier le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Vous l'avez lu? Non, moi je l'ai pas lu. C'était au théâtre. Non, ça a été fait. Il y a eu un film avec Jeanne Moreau, etc. Mais c'est un véritable chef-d'œuvre littéraire. Alors là, il y a 2 films qui ont été tirés de ça, du journal d'une femme de chambre. Et en fait, là, on voit comment ça se passe. Enfin, c'est un roman, alors là carrément, mais qui est complètement, qui est très documenté sur la vie d'une domestique, donc au 19e siècle, quoi. Qui va en province, là, chez des gens qui veulent vraiment. Alors elle est toute seule là, et puis alors il y a un chauffeur indélicat et politisé. Enfin, il y a tout. C'est un roman là, carrément, mais c'est absolument passionnant. Alors le film. Joué par Jeanne Moreau, Michel Piccoli, tout ça, il faut le voir, en noir et blanc, extra. Hein. Et puis alors, il y a un autre livre sur le même sujet, qui s'appelle Vieille France, de Hélène Millerand. C'est l'histoire d'une jeune fille de la bonne bourgeoisie versaillaise qui a eu un accident. Elle attendait un bébé. Et elle a été obligée de placer son bébé parce que sa famille l'a rejeté. Les bourgeois versaillais ne pouvaient pas accepter que leur fille... Hein, donc elle a dû laisser... C'est tristement classique pour l'époque. Hein. En nourrice, et elle est partie se placer à Paris dans une grande famille aussi comme celle où était la grand-mère de Corentine. Tout à fait la même chose. Donc c'est un peu les mêmes détails, quoi. Mais c'est assez passionnant. C'est très bien écrit. D'accord. Bonsoir alors tout le monde et à bientôt. Notre chronique littéraire touche à sa fin. J'espère que le contenu vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Au revoir.